soleil, bienvenue à tous. Bonjour et merci d'être là pour profiter des instants spéciaux. C'est midi. Aujourd'hui, on va parler culture, on va parler aussi business grâce à l'histoire qui va être racontée par notre invité, un invité tout à fait rare, avec une histoire aussi atypique. Nous avons réservé des moments d'humour dans cette émission grâce à nos chroniques. Et pas seulement, préparez-vous, parce qu'on aura des images rares, exclusives. On les a préparées, c'est un bonus spécial pour attaquer en force ce lundi. Un lundi qui se prépare bien et qui s'annonce aussi magnifiquement avec ce public qui a de la joie de vivre, qui a aussi de la très belle énergie. Ici même sur RTI1. Elle n'a pas réussi à trouver le chemin jusqu'ici, Caroline Da Silva. Alors sûrement demain, elle pourra le faire, vous connaissez l'actualité. N'empêche, on est tous là. Vous êtes là, non? Ouais, tranquille. Eux aussi n'ont pas manqué à l'appel, ce sont nos amis, mes amis aussi, vos amis, puisqu'on est habitués, on partage tous les midis ensemble sur RTI1. Je vous prie d'accueillir maintenant la dégameuse Prissy. Ah, d'accord, c'est donc un duo qui arrive. Je comptais l'annoncer car Dr Philo qui fait son entrée aux côtés de Prissy. Non, mais oui. Ils sont arrivés comment ici? C'est la question que je me pose. Bah, dis donc. Ils aiment télé, hein, ceux-là. En tout cas, j'ai tout fait pour être là. Ben... moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai fait autostop. Vous êtes arrivé grâce à un autostop. Autostop. Et qui vous a pris dans sa voiture? En tout cas, il avait l'air d'un boss, un gentil monsieur. Et il est venu vous déposer? Oui. C'est pour ça que dans la vie, là, mais vous souvent, même dans les situations difficiles, là, faut sortir, on ne sait jamais où le mais vous prenez des risques autostop? Mais j'ai pris le risque, un boss m'a déposé. Ah, c'est qu'il va venir vous chercher le soir alors. Après, il va venir vous chercher après. Vous avez sa carte de visite, c'est ça? On va parler de ma vie privée. Carte de visite. Et vous, Dr Philo, comment êtes-vous arrivé ici? Oh non, non, moi je suis pas... Nous, on ne fait pas autostop. Nous, on est... Automarche. Quel automarche? Excusez-moi, c'est la poussière que j'enlève. Non, mais moi, je ne suis pas venu avec n'importe quel moyen de transport. Hein. Nous, on essaie quand même un peu de réduire les choses. Moi, je suis venu en pinasse, s'il vous plaît, en pinasse. En fait, on est passé... On est passé bah, à Bobo-Doumé, qu'on dit, en pinasse. Voilà, en pinasse. Et puis, en première classe, 275 francs, c'est ce que j'ai payé. Sans monnaie. Bah, ah non, non, non. Oh non, on est venu à Pinas. En tout cas, voilà. On est très heureux de vous accueillir. Non, ça c'est mon voile de truc. Ça c'est, tu vois, en pareille situation, il faut, voilà, ça c'est des voiles d'échappatoire et autres, tout ça. Souvent quand tu arrives à un barrage comme ça, quand on dit c'est garçons seulement qui passent, tu casses ça, tu fais ça. Oh, c'est moi. Maintenant quand on dit c'est femmes seulement qui passent, tu vois un peu non, tu fais ça. Oh monsieur, puis-je passer le barrage s'il vous plaît? Ah, moi c'est faux. Ah ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Voile échappatoire. Chacun son voile. Il va attacher ça ici, ils vont voler. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous disiez, Dr Philo? Je dis c'est mon voile échappatoire. Chacun a son... D'accord, merci. Nouveau vocabulaire. Ouais, ouais. Alors, le thème de ce jour, je vous l'indique, c'est autodidacte et j'habille aujourd'hui des stars. Et pour en parler, nous aurons un invité qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Est-ce que je me suis bien réveillé? Attendez que je vois un peu. Non, ça va, ça va. Ça va. Quand même. Ouais. Les maquillages, en tout cas, ils ont travaillé. Ça, maquillage, allez là, vous ne pouvez pas vous regarder même. Vous rendez votre témoignage. Allez, donc, pour développer ce thème à sa façon, il jetait son regard personnel, oui. Dr Philo, dans sa parenthèse humoristique. Ouais. Mais tout de même, réfléchis. Merci beaucoup. Autodidacte, aujourd'hui, il habille des célébrités, c'est ça. Nous tous aujourd'hui, avec la situation qui prévaut en ce moment, on est tous autodidactes. Chacun a cherché son raccourci pour être ici. C'est l'autodidacture aussi. C'est-à-dire trouver les échappatoires et venir ici, créer des choses sans avoir fait des études pour ça. C'est l'autodidacture. Qui a fait des études pour sauter pour venir ici? Mais vous êtes là. Vous êtes des autodidactes. Donc chacun de nous est autodidacte voilà, à sa manière. Et profitez. Profitez aussi que, parce qu'il faut toujours coller à l'actualité. Des autodidactes, il y a des mecs qui ont créé l'autodidacture en fonction de la situation. Il y a des gens aujourd'hui, normalement, ils te donnent de l'argent, ils te donnent rendez-vous, ils disent lundi, tu t'en vas, il dit, mon frère, la situation, elle te donne la... Mais comment? Ça, c'est de l'autodidacture à créancier non mobile. C'est-à-dire quelqu'un qui est un truc, il ne peut pas payer l'argent des gens. Voilà. Voilà.
C'est ça. Non, je veux dire que autodidacte, bon, on va parler sérieusement maintenant. Vous aimez trop ça, conneries là. Ça peut pas de quelqu'un aussi quand même. Hein? Ah, je suis un père de famille, donc parlons un peu des choses sérieuses. Donc autodidacte, il habille les célébrités, c'est une bonne chose. Voilà, il faut entendre par autodidacte. Beaucoup ne savent pas. Quelqu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend de lui-même. Auto, dont la dictature, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller. Donc il dicte, c'est pas. Il dicte, oui. Wow, vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop fort. Donc ça vous dit, il dicte, c'est pas. Il habille les célébrités, c'est bon. Parce que pour être autodidacte et habiller les célébrités, c'est vrai. Il faut oser beaucoup, il faut oser, oser. Vous êtes une célébrité, donc j'imagine que vous avez la chance de moi c'est le contraire de l'autre. Au fait, lui, il est autodidacte, aujourd'hui, il habille les célébrités. Moi, je suis autodidacte dans ce que j'ai fait, dans l'humour que j'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est les célébrités qui m'habillent. Voilà, c'est les célébrités qui c'est la célébrité qui m'habille. Donc, il faut avoir la volonté, oui. Et comment les célébrités vous habillent? Bon, je n'ai pas fait de pub, sinon pas pour eux des agents. M'a habillé une fois. Voilà, quand Eloi c'est vous habille, c'est les célébrités qui vous habillent. Voilà, par exemple. Voilà, pas pour eux des agents. Ah, ouais. Qui a compris? Voilà, donc vous dites. C'était le clin d'œil à DKO Jeune Faïlou. Ouais. Non, elle est la gourou, c'est qu'on appelle la CPT. Il n'y a pas assez de vla. Quand il y a vla, c'est que c'est gourou. Donc, ça vous dit que c'est une bonne chose habiller les célébrités, mais ce n'est pas facile. Pour approcher les célébrités, il faut oser. Et puis même si on se pose la question, quel genre de célébrité? Voilà, quelqu'un qui a fait 15 ans à l'ambassade, quand il sort, il est célèbre. Si tu allais l'habiller, ça, c'est pas célébrité. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, je veux dire que il faut beaucoup oser. Parce que approcher Arafat qui est une célébrité, c'est ça. Vous avez. J'aime bien le thème que vous venez d'utiliser, enfin le terme. Oui. Oser, parce que. Il faut oser. Le domaine du business, c'est vraiment le secteur du risque et de la récompense. C'est ça. Il faut être audacieux. Il faut être audacieux. C'est pas facile d'approcher Arafat. Vous-même, quand vous faites vos émissions, souvent là, quand vous allez. J'ai une demande, tout ça pour voir les managers autres. Donc, pour approcher les célébrités, il faut oser. Vous approchez une célébrité, il faut avoir. Il faut bien manier la langue. Il faut avoir une bonne stratégie pour les approcher, leur proposer vos produits. C'est comme ça. Moi, les gens ont peur de m'approcher parfois. Les gens ont peur. Moi, les gens ont peur. Et quand ils m'approchent, moi, Dieu sait. Ah oui. La célébrité. Non, parce qu'il veut que je fasse les conneries à la télé. Il veut s'approcher de moi facilement. Ah non, on ne m'approche pas facilement comme ça. Mais quand vous venez, j'accepte. Ah oui, mais. Donc, c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo. Je vous en prie. On va essayer d'approcher encore plus, de plus près ce thème. Autodidacte, j'habille aujourd'hui des célébrités. Nous avons associé donc à cette entreprise, enfin à cette démarche pour creuser ce sujet-là, grâce à ce Vox Populi. Nous avons tendu le micro et voici vos réponses à la question du jour. Je les trouve intelligents, bien, qu'ils ont le don. Dieu leur a donné ce don-là. C'est pour dire que c'est pas forcément, il faut partir à l'école pour réussir. On peut réussir comme ça, pas forcément partir à l'INSAC ou bien partir dans l'école de chant pour chanter. En tout cas, je pense que pour ces personnes-là, ils sont en tout cas vraiment intelligents. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais appris de métier et qui sait en tout cas faire ce genre de métier-là, c'est une personne en tout cas qui est vraiment très intelligente. Parce que, par exemple, je connais un monsieur comme ça, un couturier, il n'a jamais appris de la couture. Mais il sait raccommoder, comme on a l'habitude de le dire, raccommoder les habits autres. Là, quand il fait toi-même, tu es heureux de le mettre. Les personnes autodidactes, je trouve que c'est des personnes qui ont du talent, que Dieu les a donné un talent naturel. Les personnes autodidactes sont des personnes quand même qui sont encouragées, à féliciter, je dirais, parce qu'ils n'ont pas suivi, bien qu'ils n'aient pas suivi de formation dans un domaine précis, mais qui arrivent quand même à exceller dans ce qu'ils font. Et je dis aussi qu'il y a la volonté. Et comme on le dit, quand on veut, on peut. Il faut dire que c'est des personnes à féliciter, parce que ce n'est pas facile. Se lever comme ça sans avoir fait des études et puis se trouver quelque chose à faire dans la vie, c'est vraiment pas facile. Donc il faut dire d'abord que c'est des personnes qui ont beaucoup de courage. C'était votre regard sur les autodidactes et il me vient cette question. Merci beaucoup à tous ceux qui se prêtent à notre micro lorsque nous envoyons nos équipes sur le terrain pour recueillir vos opinions. Et il me vient cette question, est-ce que vous connaissez des autodidactes? Si j'en connais? Oui. Oui, les filles qui vendent tcha. Hey. Ah oui, hein? Qui vendent quoi? Tcha. Oui, les produits des capons, vous voulez dire. Tcha, c'est dans le français. Elles arrivent à transformer le teint noir en teint clair. Et puis après, si tu veux, en libanais, métis, blanc. Et puis les filles qui vendent comprimés aussi dans la ville aussi. C'est des autodidactes. Elles n'ont pas fait école, mais quand ils te donnent comprimés, ils te donnent son. Merci. L'ambiance est assez détendue pour accueillir donc notre invité pour l'information. Il est né et a grandi en France.
Ses racines sont orange, blanc, vert, donc ici même en Côte d'Ivoire, c'est un enfant du pays. Il a un niveau Bac+2 en action commerciale, autodidacte en création de mode qui avec ses copains a lancé précisément en 2009 une marque de luxe. 2012, donc quasiment 9, 10, 11, 12, ça fait combien 3 ans. 3 ans après, il habille aujourd'hui des célébrités de la NBA, du football américain et d'autres disciplines. Je vous prie de donner toute l'énergie de vos mains pour faire entrer ici même Steven Kodjia. Steven Kodjia, bonjour, merci d'être là pour nous raconter votre parcours, votre itinéraire, votre success story. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va très bien et vous? Très très bien. Ça va. Ok, belle chemise aussi. Hein. Ah merci. C'est une chemise qui sort de votre marque? C'est ça, c'est ma création. Ouais. On comprend très bien. Et nous, on aime tellement les belles choses qu'on va se permettre de vous offrir encore une vague d'applaudissements pour une classe. Eh bien, Steven Kodjia, vous êtes né, vous avez grandi en France. Est-ce que vous êtes un Oreo? Hein? Un Oreo, c'est l'expression qu'on utilise pour dire noir à l'extérieur mais blanc à l'intérieur. Non, non, je suis pas blanc à l'intérieur, je suis noir. Donc, Vous êtes noir à l'extérieur et noir aussi à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Pardon? Je dis blanc dans le parler peut-être. Tout à fait, peut-être. Ok, alors vous allez nous parler déjà d'entrée de jeu de votre enfance. D'accord. Loin du soleil d'Abidjan. C'est ça. Donc dans la belle fraîcheur française. Comment vous avez vécu ces années-là? Bah écoutez, je suis né, j'ai grandi en France. Je suis né à Leblanc-Ménil, c'est dans la région parisienne. Et là-bas, on parle tout doucement comme ça? Tout doucement? Bah, c'est ma voix, non. C'est ma voix. C'est vrai que depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à parler, bon, on m'a toujours fait la remarque, mais Steven, tu parles lentement, mais je peux rien y faire. Vous pleurez doucement quand vous étiez bébé? Vous pleurez doucement? Non, je pleurais très fort. D'accord. Alors, merci de donner du tonus à votre speech et on vous écoute. Donc voilà, donc, je suis né, je grandis en France. Je suis issu d'une famille nombreuse, donc on est 10 enfants. 10 enfants? C'est ça. On est 10 enfants, maman qui est femme de ménage, papa qui est commerçant, donc on a une enfance vraiment difficile. Chacun n'a pas sa chambre, on dort tous dans la même chambre. Attendez, papa, quand il est arrivé au 5e enfant, c'était difficile, mais il continuait quand même de... Bah, écoutez, on est des Africains. Vous êtes quelle ethnie déjà? Je suis de l'ethnie Bété et Baoulé. Voilà. Les deux en même temps. Le mélange explosif. Okay. Donc, 5 ans, je rencontre le hip-hop. Parce que voilà, dans mon quartier, il y avait beaucoup de danseurs hip-hop. Donc, j'avais 5 ans. Je vois pas mal de danseurs tourner sur la tête. Ce qu'on appelle les b-boys, c'est ça? Voilà, les b-boys. Et dès que je vois ça, je tombe amoureux, je veux faire la même chose. Donc je commence petit à petit dans mon coin, je danse dans mon coin, tout ça. Et après, petit à petit, j'évolue et je prends vraiment cet art, parce que pour moi, c'est un art au sérieux. Le street art? Non, ou la street dance. La street dance, c'est un art, voilà. C'est un art, je le pratique et je deviens pro dans la discipline. Je danse pour pas mal de célébrités en France. D'accord. Et petit à petit... On va laisser tomber quelques noms. Name dropping. Matthew Stone à l'époque, Lady Leslie, Busta Matthew Stone qui a chanté Flex. Happy Birthday. Ouais, c'est ça. Birthday. Ah, j'adore cette chanson. Ouais, c'est ça. Ouais. Et petit à petit, je rentre dans le milieu du hip-hop. D'accord. Dans le milieu du rap. Et je m'occupe de Joey Star. Joey Star du groupe NTM? Du groupe NTM, voilà. Je suis le tour manager, je travaille à la radio. C'est moi le programmateur de l'émission phare qu'on a à l'époque. C'est-à-dire que tous les artistes indépendants qui ont un album ou une mixtape à présenter, l'émission Sky BOSS est le passage obligé. Ouais. Sky qui est en France la radio par excellence de promotion de la... C'est la radio du hip-hop qui promotionnait les hip-hop. Depuis, il y en a pas mal maintenant. Oui, depuis, il y en a pas mal, ça s'est vraiment développé. D'accord. Alors, c'est donc cette enfance baignée dans l'ambiance hip-hop qui fait naître en vous le goût pour la mode. La mode.
Le hip-hop, si vous voulez, c'est une culture vraiment très riche. Très éclectique, hein, très. Voilà. Il y a 4 grandes disciplines dans le hip-hop. Il y a le DJ, il y a les MC, il y a les danseurs et le street art, le graffiti. Mais tout ça s'exprime avec une mode. Un lifestyle, une façon de vivre, une façon de penser, une façon de s'exprimer. Et donc, la mode fait une partie intégrante de cette culture. Et petit à petit, je commence à faire le pont entre Paris et New York, où je suis à la recherche de pièces exceptionnelles, de pièces rares, et je viens les revendre dans les rues de Paris, en fait. On en arrivera au développement de cette activité-là, mais déjà de façon très précise, puisqu'on parle de ce côté autodidacte que vous avez eu, c'est-à-dire l'intérêt pour la mode et après le travail personnel, la recherche pour en devenir un habile, un expert. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire? À vous former personnellement, comment vous le faisiez? J'ai fait ça, j'ai fait cet import-export là pendant un certain nombre d'années. Je veux dire, avant, comment est-ce que vous êtes devenu cet autodidacte en mode? C'est-à-dire, vous êtes parti du rap. C'est ça. L'intérêt est né, mais après il faut apprendre à créer la mode. Mais c'est ce que je veux vous expliquer, c'est que au fur et à mesure de partir à la recherche de pièces exceptionnelles, j'ai développé en moi en fait un œil au niveau du style, au niveau des matières, au niveau de pas mal de choses qu'on n'apprend pas dans les écoles, forcément dans les écoles. Et cette recherche-là, vous la faisiez dans quelle direction? À New York, chez tous mes fournisseurs. Voilà, je partais de boutique en boutique, essayer de chercher vraiment la pièce exceptionnelle qui pouvait correspondre à ma clientèle en France, en fait. Vous étiez un revendeur en quelque sorte. C'est ça. Ce que vous faisiez, c'est de prendre des habits. J'achetais, je revendais. Ok. Voilà. Et petit à petit, c'est ça. Pas mal, dans le début des années 2000, toutes les célébrités du hip-hop français venaient se ravitailler chez moi. Et petit à petit, je me suis dit, mais les gens aiment ce que tu apportes, les gens aiment ton style, pousse le délire plus loin en fait. Et c'est là que je me suis dit, avec toute cette vague de mode hip-hop qu'il y avait, la mode hip-hop commençait à changer, on commençait à porter des t-shirts beaucoup moins larges, des pantalons beaucoup moins larges, et je me suis dit, bon, la mode change, c'est le moment de créer une nouvelle tendance dans la mode hip-hop, et je me suis dit, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez créé au juste? Puisque vous allez acheter les t-shirts, vous venez les revendre, est-ce que vous apportez votre marque là-dessus, votre griffe? Vous achetez là, comme ça vous revendez? Au début, je n'apporte pas ma marque. Mais après, je prends la décision de créer ma propre marque, qui est French Deal. Et là, je crée une marque de luxe urbaine. Précisément en 2009. En 2009, voilà. Et à l'instant, on a des photos qui affichent dans notre... sur notre grand écran. Ouais, ça, c'est la photo de Maître Gims. Quel est le rapport entre votre entreprise de mode et cette grande star du rap français? J'ai rencontré son styliste qui connaissait déjà la marque et qui a parlé avec moi, qui m'a dit voilà, ça me dirait bien de prendre une pièce de ta collection pour Maître Gims, et le feeling est bien passé entre nous, j'ai accepté, donc c'est comme ça que la veste s'est retrouvée sur Maître Gims. Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi il s'est intéressé à vos accessoires? Je pense que les pièces French Deal sont exceptionnelles, parce que ce que je crée, ce que je fais, c'est exceptionnel. Et avec quels atouts vous affirmez la typicité de votre marque? Parce que les pièces ont un caractère, sont fabriquées avec un certain savoir-faire. On utilise des matériaux nobles et l'assemblage de couleurs... Donnez-nous quelques exemples de matériaux nobles. Alors, pour une meilleure compréhension. En cuir, on va avoir de l'agneau plongé, c'est un cuir d'exception. De l'agneau plongé? C'est ça. Ça ressemble à un repas, il est midi. Donc, je une sauce crème. Je peux utiliser de la soie, du cachemire, des cuirs exotiques qu'on retrouve dans les fleuves africains comme le crocodile, la perche du Nil. Donc voilà, c'est vraiment des matériaux exceptionnels. Pardon? Des matériaux très durables aussi. Très durables, oui. Donc c'est pour ça que c'est des matériaux
exceptionnels qu'on utilise pour la confection de nos vêtements. Donc, c'est pas... il y a vraiment une recherche derrière Alors, tout ça. est-ce que votre formation en action commerciale, parce que vous avez un niveau Bac+2, vous a aidé dans la stratégie de positionnement de votre marque? Je pense que ça a été un départ, mais au début, vraiment, je pense que la clé, ça a été vraiment c'est parti d'un rêve, d'une volonté, d'une persévérance, beaucoup d'amour dans ce que je fais et de passion. Et après vient ce côté stratégique-là, mais je pense que ça a été une base, mais c'est pas... la partie théorique, c'est bien quand on est sur les bancs de l'école, mais après, il faut se confronter à la réalité, en fait. Et sur le terrain, c'est autre chose. Alors, justement, ce que moi, je veux savoir, vous étiez danseur, ensuite revendeur, pour aujourd'hui arriver à faire une marque, avoir votre propre marque, sachant que vous n'avez pas suivi de formation, d'école de stylisme et tout ce qui va avec. Est-ce que vous vous êtes fait entourer de professionnels? Si oui, comment est-ce que ça s'est passé? Au début d'achat-revente, à créer un vêtement, on est à des années-lumière. Donc il a fallu que j'apprenne tout sur le terrain et que j'apprenne bien. Donc je commence seul et petit à petit, je commence à comprendre comment un vêtement se fait. Et c'est là que je vais à la recherche des personnes qu'il me faut vraiment pour pouvoir donner vie à mes créations, à mes images et à ce que j'ai envie d'entreprendre. Alors je crois qu'il y a une différence qui est très nette entre le créateur de mode et le styliste. Vous allez nous aider à établir... Un créateur, c'est la personne qui va avoir la vision. Ça veut dire qui va être l'auteur des créations. Un styliste, il y a plusieurs sortes de stylistes. Un styliste, ça va plus être l'interprète. La personne qui va interpréter le vêtement à partir du moment que le vêtement est en vie. Voilà, c'est une personne qui va créer. Une fois que les matières sont en place. Pardon? Quand vous dites le vêtement en vie, vous parlez des matières en vie, non, ça veut dire qu'à partir du moment que le vêtement est confectionné, à partir de là, le styliste va travailler pour mettre en lumière le vêtement que le créateur a conçu. Alors, est-ce que ça voudrait dire, si j'essaie de comprendre avec les autres, est-ce que ça voudrait dire que vous pensez vous dessinez des patrons, des modèles de tenue? Je pense, j'ai la vision du vêtement en termes de design, en termes de matériaux, choix des matériaux, choix des couleurs. Et j'ai mon équipe qui va mettre en forme ça sous ma direction, en fait. Donc, si je comprends, il peut vouloir peut-être créer une chemise avec 3 manches. Dans sa tête, non, c'est un exemple que je donne. Il pense à faire une chemise avec 3 manches, avec comme pour matière, par exemple, la peau de chat. Non, il appelle son équipe. C'est ça, c'est ça. Et il y en a qui cousent. Et avec ça, on va travailler avec la chemise. Mes assistants, les modélistes, avec mes ateliers, mes fabricants, et voilà. C'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous avez le temps aussi de faire de marquer quelques chiffres dans vos cahiers. De 2009 à ce jour, est-ce que vous avez pris le temps de faire des statistiques pour réaliser le nombre de modèles que vous avez pensé ou conçus? Aujourd'hui, j'arrive à la collection volume 3 qui sortira d'ici un mois. Aujourd'hui, je pense que j'ai créé entre 30 et 40 modèles, même voire plus, parce que quand on travaille une collection, il y a une sélection qui est faite après. Donc, on va éliminer des modèles au fur et à mesure qu'on avance dans la finalisation de la collection. Donc, on va vous êtes parti d'une famille disons, qui avait des difficultés financières, je n'oserais pas dire pauvres. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas toute l'étendue de l'histoire familiale. Et donc, est-ce que s'inscrire dans la création de mots de luxe est votre façon, à vous, de vous venger du passé difficile que vous avez connu? C'est vrai que c'est un combat parce que, voilà, on est une famille d'immigrés. On arrive dans un pays où qu'on nous fait sentir qu'on n'est pas vraiment à notre place. Je me rappelle sur les bancs de l'école, j'ai déjà reçu des insultes sale noire
où voilà, tu as une couleur caramel. Donc ça, c'est des trucs... Ah, le caramel, c'est délicieux, je trouve que c'est bon. Mais ça, c'est pas un jus couleur. Nous, on cherche un caramel. Si nous, on dit ça, donc c'est certaines choses, oui, qui peuvent marquer. Quand tu vois maman qui fait le ménage et qui... Je sais pas, pour payer les factures. Voilà, pour payer les factures, pour nous nourrir, papa qui travaille dur, ben ça c'est vraiment une révolte et aujourd'hui c'est un combat que je mène. C'est vrai que je prends énormément de plaisir parce que je vis de ma passion et j'ai réussi à réunir dans un seul projet toute ma passion, mais derrière ça, c'est le parcours, c'est un long combat aussi pour dire que d'accord, ben, nous aussi, on est là et on va réussir. En fait, j'ai une mission en fait. Et ma mission, c'est de réussir. Ce qu'on va faire, c'est que moi je vous laisse citer, vous allez citer le nom des noms de stars que vous habillez à ce jour. Je l'ai dit en début d'émission, avant de vous accueillir sur ce plateau, que vous habillez des stars de la NBA. Alors à NBA, aujourd'hui, on a commencé par les Français qui évoluent à NBA. D'accord. Et aujourd'hui, on atteint les Américains qui jouent à NBA. Donc je peux en citer plein. Il y a pour un Ivoirien, c'est déjà un triomphe qu'on va vous envoyer encore. Merci. Alors, des noms, citez-nous le nom de stars que vous habillez pendant que les photos défilent. On a la star, déjà, toute l'équipe des Washington Wizards sont clients French Deal, dont la star John Wall. On a aussi Paul George, on a George Hill, on a Rudy Gobert, on a Evan Fournier, on a Tony Parker, on a Nicolas Batum, on a Michael Siani. On ne sait pas habiller les éléphants, les héritiers, les éléphants, les compagnes. Non, mais si, ça serait... Vous êtes ivoirien, nous on est fiers, vous travaillez, vous habillez les stars américaines et tout, mais quelque part vous dites pas, il faut que je fasse quelque chose pour mon continent. Il faut que les jeunes du ghetto également arrivent ou aient la chance justement de toucher, de porter mes vêtements. Attention, c'est une marque de luxe, il faut avoir les moyens. Non, mais ça ne veut rien dire. Je pense qu'on peut partir de n'importe où et accéder aux rues. Il faut arrêter de se mettre des barrières en fait. Parce que non, mais après, il faut être réaliste aussi. Elle souhaite bien que les jeunes du ghetto puissent toucher à votre marque. Mais moi, je suis parti de rien. J'aurais pu me dire que c'est impossible de créer une marque de luxe. Nous ne disons pas que c'est impossible. Nous disons qu'avant tout, c'est une marque de luxe, donc pas forcément accessible à tous, à toutes les bourses. Donc s'il y a un effort à faire, ce n'est pas vous qui allez changer d'abord l'histoire des jeunes du ghetto, c'est peut-être qu'ils ne doivent pas réussir à avoir la bourse qu'il faut pour acheter des accessoires chez vous. Ça. Oui, c'est clair. Après, c'est vraiment une ascension sociale qu'il faut vouloir et arriver parce que toutes ces personnalités que j'habille viennent de bas quartiers comme moi. Tous les Américains qui jouent à NBA, toutes les personnalités du sport viennent pareil. Non. Ils cherchent les bacs à thé. Ceux qui sont dans les bacs à thé là même, qui ont l'argent là-bas même. Mais je vais dire, comment vous arrivez à convaincre ces célébrités-là? Tout à fait. Quand vous arrivez vers eux, qu'est-ce que vous leur dites? Et surtout, comment vous êtes arrivé à faire connaître la marque aux États-Unis? Dans French Deal, nous sommes 3. Donc, je suis associé avec Yann Maimi qui joue en NBA. Wizard de Washington. C'est ça. Et Ousmane Dabo qui est ancien international français. Donc c'est par là qu'on a commencé en fait. D'accord. Donc c'est les ambassadeurs dans chaque domaine qui nous servent à promotionner la marque autour d'un certain milieu. Est-ce que vous pensez justement à prendre les matières que nous on a chez nous ici? Les coris, les trucs. Pourquoi pas? Mais pour créer un vêtement, par exemple. Dans le volume 3, dans la collection qui va sortir, je commence à m'exprimer beaucoup plus artistiquement et à puiser dans mes origines. Donc oui, effectivement, il va avoir des choses de notre culture détournées parce que j'ai une certaine vision. Et je vais mettre ça en lumière. C'est important pour moi de mettre en lumière l'art africain, l'art de mes origines
et mes racines. C'est super important. Vous parlez de vos racines, mais combien de fois vous revenez annuellement ou en Côte d'Ivoire? Annuellement, non. Là, ça fait un certain nombre d'années que je ne suis pas venu. Combien d'années? Ça fait 7 ans que je ne suis pas venu au pays. D'accord, 7 ans. Quand vous venez, vous êtes où? Dans quelle commune? À Yopougon. Quel quartier Yopougon? Toit-Rouge. Ah voilà, français, vraiment, ils allaient à Toit-Rouge. Si vous prenez le taxi, si vous dites toujours à rouge, ils vont vous amener ailleurs. Vous dites toi rouge, je peux qu'on toi rouge. Voilà, vers 19h, on va vous descendre. Il n'y a pas de souci, c'est super. Alors Steven Kodja, vous ne partez pas, nous allons vous garder pour la seconde partie de cette émission parce qu'on a énormément de choses à apprendre à vos côtés. Vous qui êtes parti d'une situation familiale difficile pour être aujourd'hui un habilleur de célébrité, on est fiers de vous, on vous applaudit très fort et on repart en mode film. À tout à l'heure, c'est fermé ou bien? D'habitude, il y a du monde à la banque. Aïe, toi tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Aujourd'hui, avec Move Money, là, tu peux faire tes opérations bancaires sans même te déplacer. Hein? Attends, mon frère, tu as un compte Move Money là? Oui, oui. Mon frère, en même temps, mieux tape. Étoile 155 dièse. Avec Move Money et la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, gagnez du temps. À partir de votre compte Move Money, approvisionnez vers votre compte Banque Atlantique. De votre compte Banque Atlantique, transférez de l'argent sur votre compte Move Money. C'est fini. Eh. Donc, tu t'en vas. Move. No limit. Merci de nous rejoindre sur RTL1, c'est la seconde partie de ce midi ici. Nous prolongeons le plaisir en compagnie de notre public à qui je vais faire gagner quelques cadeaux tout à l'heure. Raison pour laquelle je vous demande de vous mettre encore une fois en émoi, s'il vous plaît, avec Dans ce public, juste derrière moi, c'est pas évident de dire, mais j'ai mon ex dans le public. Là, voilà. Moi, c'est mon ex qui est là. Applaudissez pour mon ex. Attendez. Ma chérie, tu aimes les risques, quoi. Attendez. C'est mon ex, sérieux. Moi, je ne cache pas mes trucs. Vous êtes... Oui. Vous êtes humoriste. Oui, mais parfois l'humour, c'est limite. Et même quand on est... Et même quand on est au bureau, quand on est dans notre quotidien, vous aimez... On se connaît très bien. Vous aimez bien faire des vannes. Pas de vannes aujourd'hui, parce que c'est mon ex qui est assis. On va peut-être prendre ça. Attendez. Votre ex, c'est quoi? Ex quoi? Parce que ex, ça ne veut pas forcément dire que c'était la copine avec qui on sortait au collège. Oh, mais non, notre ex-voisine, elle et nous, on était côte à côte. C'est quand même une très belle fille, levez-vous. Vous êtes son ex-voisine. Oui. Et ça vous fait quoi? Ils ont passé à autre chose. Ça vous fait quoi de le retrouver aujourd'hui sur ce plateau-là? Beaucoup de nostalgie. Hein. Voilà, merci beaucoup. À la langue, vous allez avoir la nausée. Après, on ne sait pas ce qu'il y a dans toute cette nostalgie-là. Priscille, la dégameuse, vous avez, pour nous, accompli une grande mission cette semaine, j'ai tenu à rendre hommage à ces tontons-là qu'on croise au carrefour qui, de façon bénévole, font la circulation. Ah oui. Je ne sais pas ça, comment on les appelle. C'est sympathique. Mais je les vois très souvent à des carrefours. Et il y en a qui sont très bien mis en dimanché avec des costumes. Il y a même des handicapés qui font ça. C'est vrai? Oui. Régulariser la circulation. Oui. Des handicapés qui arrivent à faire ça. On va les appeler régulateurs bénévoles de la circulation. Si vous voulez. Et on va les applaudir pour leur dire merci pour ce saluer. Et on vous retrouve. Est-ce que ça a été aisé de... Franchement, c'était pas facile. Vous vous êtes mis sur le terrain. Chacun a sa manière de régulariser. Oui. J'ai régularisé à ma manière. J'imagine ce qui nous attend dans cet élément. C'est parti, c'est Priscilla Dégameuse pour sa chronique.
Prissy, la dégameuse. C'est vrai que nous, on rit, mais j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun, de grâce, parce qu'il y en a qui insultent ces messieurs-là. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas payés comment? Souvent, ils attaquent les gens dans bouteille, les bosses. Non, mais il y en a qui les insultent. Il y a des chauffeurs, des passagers et tout qui les insultent. Donc, respecter, c'est des pères de famille, c'est le mari de quelqu'un, c'est l'avenir de quelqu'un. Donc, quand vous le voyez sur la route, là, aidez-le, encouragez-le. Hein, comme on m'a encouragé là. Encouragez, vous prenez de l'argent et vous trouvez que non, c'est de l'encouragement. Le soleil. Et j'ai remarqué que vous bloquez les voitures dont les conducteurs ne vous donnent pas de l'argent. Non, pendant longtemps. Non, c'est la discipline. C'est quoi? Quand tu vois ton voisin à donner, il faut suivre les c'est la discipline. C'est pas tout, on explique. Voilà. D'accord. Merci à tous ceux qui m'ont donné. Prissy la dégameuse, merci beaucoup pour ce moment d'humour sur notre programme. Vous suivez RTI1. Dans un petit moment, on va faire gagner des clés USB, des Wi-Fi Pocket. C'est vraiment lundi de cadeaux. Préparez-vous le public, donc vous avez intérêt à bien applaudir. Voici les cadeaux qui sont déjà sur place. Voilà. Au public, grâce à notre partenaire. Donc, tenez-vous prêts. Steven Koja, est-ce qu'il y a des régulateurs bénévoles en France? Il y a des régulateurs, mais bénévoles, je ne sais pas, je ne pense pas. C'est un embouteillage là-bas. Avec vous, on a parlé de mode aujourd'hui, de création de mode. Et dans quelle matière votre chemise? Elle est en soie, 100% soie. 100% soie. La classe, monsieur, la classe. Soie. Et nous avons aussi de la classe pour la générosité dans cette émission. Pour ce lundi, décision de distribuer quelques cadeaux. Au public. Alors, au public, tout à fait. Mais avant, il va falloir le mériter. Alors, le premier cadeau, ça va être une clé USB, une magnifique clé USB. Pour ce faire, je vais poser une question toute simple. Alors, qui est le partenaire principal de l'émission C'est Midi? Il faut venir vers le public, nous ici là. Ouais. Ah non, toi, non, Prissy, vous n'êtes pas du public. Vous avez le micro, vous allez nous trouver quelqu'un, un volontaire. On va commencer par... Je veux qu'on commence par une femme. Oui, d'accord. Allez-y. Bonjour, comment vous appelez? Judith. Vous appelez Judith, c'est tout. Judith, vous n'avez pas de patronyme. Cla Judith. Cla Judith. Cla Judith. Oui. Merci d'être là. Le Cla. Cla. Alors Cla, quel est le partenaire principal de cette émission? Quel est le partenaire de l'émission C'est Midi? C'est un Move. C'est Move. Merci beaucoup. Voici ce cadeau. Et voilà, deuxième question. Qu'est-ce que j'ai à partager? J'ai une Wi-Fi Pocket. Allez, super. Alors, vous allez me citer le nom de... Il faut donner une question difficile. Trois rubriques dans l'émission C'est Midi. 3 rubriques. Avec un homme cette fois-ci. 3 rubriques. Oui, 3 rubriques. Est-ce qu'on a le micro. Le micro. Ou un micro. Rapidement pour nos amis. Non, un garçon cette fois-ci. Oui, Philo, vous avez... Oui. Dis-moi ici, garçon, mais on va très vite, on va aller vite. Allez, il ne reste plus qu'une minute pour jouer avec vous. Oui, vous dites. 3 chroniques, bonjour mon cher, vous appelez comment? Je me nomme Guéji Blanchard. Guéji Blanchard, d'accord, merci d'être là, Guéji Blanchard. Et vous allez nous citer le nom de 3 rubriques dans l'émission C'est Midi pour la Wi-Fi Pocket. D'abord, on a l'émission des Philo. Oui. Non, Philo n'a pas d'émission. L'émission, c'est C'est Midi. Non, laisse-le. Il faut l'encourager dans la bêtise. Allez, on va rapidement. On joue pour une Wi-Fi Pocket, oui. On a la chronique des Philo. D'accord. La chronique des Prissy. On n'a pas décidé les noms de la chronique. Comment ça s'appelle? C'est pas juste rapidement. On va finir. Oui. Allez-y, vous. Rapidement. 3 chroniques et on termine. La bio du Calais. D'accord. La chronique de l'amour. Ok. Ici à mission. Bravo. Eh oui. C'est quelqu'un qui suit très bien l'émission. Voilà. Hey. Encore un cadeau et puis on termine. Il y en a tellement. Rapidement. J'ai 2 clés à distribuer. Alors, comment ça se dit la phrase d'animation de C'est Midi? La phrase d'animation de C'est Midi. Oui. La phrase culte. C'est pas ce que tout le monde. Il faut le dire bien fort. Levez-vous. Vous appelez comment rapidement? Je suis Achille Gogoua. Achille Gogoua. Allez, c'est quoi la phrase d'animation de C'est Midi? Parce que C'est Midi, c'est maintenant. Non, mais c'est pas comme ça que ça se dit. Ça se dit encore plus fort. Allez-y. éliminé. C'est Midi, c'est maintenant. Bravo, parce que C'est Midi, c'est maintenant. Merci beaucoup. Et pour terminer, de façon très très généreuse, je vais offrir cette clé parce que c'est bientôt la fête des mères. C'est dans une semaine, je pense. Qui est maman ici? C'est vous. Alors, non, mais il faut faire gagner l'invité. Il faut donner un cadeau à l'invité. Je vous offre. Est-ce que c'est ça ou c'est ça? Est-ce que vous utilisez les clés? Les clés USB, vous les utilisez?
Non, attendez, voici ce qu'on va faire. Pour toute la famille, je vais offrir gratuitement de la part de Move Côte d'Ivoire. Ça va être cette box Wi-Fi à la maison. Tout le monde aura Internet. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne fête pour bientôt, hein, pour la fête des mères. Salut toute la famille. Merci beaucoup. Oh non, ça, plus tard. Allez, merci beaucoup à Steven. Merci. Merci à vous. Très bon midi à tous et à toutes. Et on se retrouve demain. Caroline Da Silva sera bien là. Elle aura trouvé son chemin. Merci beaucoup.